Bonjour à tous et bienvenue à cette session commune des Journées européennes, du Collège et de la Société française de cardiologie. En tant que président du CNCF, je suis très heureux de modérer cette session dont la thématique que j'avais proposée a été retenue, ainsi que les orateurs. Ce n'est pas un hasard si la majorité des orateurs sont marseillais, c'est un peu de mon fait, et qui sont aussi mes amis. Et peu de sujets tiennent le haut du pavé en cardiologie dans les congrès nationaux et internationaux, et l'insuffisance cardiaque diastolique, et on fait vraiment partie avec les nouvelles recommandations, les nouvelles évolutions thérapeutiques, un pronostic qui demeure sombre malgré les progrès de nos traitements, et on est très très heureux de faire cette session que j'ai le plaisir de modérer avec Claire Bouletti de Poitiers. Et le premier orateur à qui nous allons passer la parole est le professeur Thibaut Damy, grand spécialiste français de l'amylose, à qui nous avons demandé de parler des phénotypes. Existe-t-il des phénotypes spécifiques à l'insuffisance cardiaque diastolique? Bonjour Thibaut, tu as la parole pour 7 minutes. Merci. Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je vais vous parler donc, de l'actualité dans l'insuffisance cardiaque diastolique et y a-t-il un phénotype d'insuffisance cardiaque à FEVG préservé? Alors je vais vous dire tout de suite, j'ai 7 minutes pour parler d'un sujet qui est vraiment très très long et donc je vais être plutôt provoquant qu'autre chose et ouvrir des portes à des réflexions. Alors voilà mes conflits d'intérêts en rapport avec l'insuffisance cardiaque. Donc clairement, l'FPF, quand on regarde, il y a des besoins médicaux, ça représente 50% des patients d'insuffisance cardiaque, il y en a plus de 23 millions dans le monde, donc 50% de 23 millions, ça fait du monde. Et pour autant, les critères diagnostiques, notamment si on regarde les guidelines européennes ici présentées de 2016, sont des patients qui ont des symptômes, des patients qui ont une fraction d'éjection supérieure à 50%, des patients qui ont une élévation des peptides natriurétiques et des patients qui ont des modifications structurales du myocarde. Ces modifications structurales du myocarde, elles sont quoi? Elles sont une dilatation de l'oreillette, une augmentation de la masse myocardique et puis des altérations en fait de la fonction diastolique mesurée à l'échographie avec différents indices qui vous sont montrés à droite qui varient en fonction de l'âge. Donc une définition quand même qui est simple au début et puis qui se complexifie lorsqu'il faut mesurer les différents paramètres de fonction qu'on peut retrouver ici sur cette guidelines. Donc on retient qu'il faut une modification de la masse ventriculaire. Alors quand on regarde cette revue qui s'intéressait donc à toutes les pathologies qui pouvaient donner finalement une FPF, c'est-à-dire finalement un patient qui est essoufflé et qui va présenter et avoir une fraction d'éjection normale, éventuellement des modifications en fait de ces différents marqueurs échographiques. Et on voit qu'on va retrouver l'obésité, la dysfonction rénale, où il y a souvent un peu d'hypertension et d'HVG, la dysfonction pulmonaire, où on va avoir éventuellement un retentissement du VD sur le VG, et puis on va avoir donc des troubles du rythme atriaux avec le AFA qui va dilater l'oreillette à FEVG normal et entraîner une insuffisance cardiaque, une augmentation de la rigidité des vaisseaux, et puis pour ce qui est de la dysfonction cardiaque, on peut avoir des anomalies valvulaires, des cardiopathies éventuellement qui se sont améliorées sous traitement médical, qui étaient à FEVG réduite et qui sont passées à FEVG préservé, etc., etc. Et puis dedans, finalement, il y a tout un range qui peut mélanger un petit peu la présentation en FPF en cardiopathie restrictive et cardiopathie hypertrophique. Et dans ces cardiomyopathies hypertrophiques, bien sûr, vous me voyez venir, il y a les amyloses. Alors, est-ce qu'on a quelques données pour justement s'intéresser à ces amyloses et voir si ces amyloses qui étaient peu connues à l'époque lorsqu'on a fait tous les essais auraient pu changer la donne? Et oui, on a ce travail fait par l'équipe de Pablo Garcia à Madrid qui s'est intéressé donc à prendre des patients qui avaient une insuffisance cardiaque à FEVG préservée, une hypertrophie qui correspondait globalement aux définitions que je vous ai dit. Et ils ont réalisé une scintigraphie osseuse qui a trouvé une forte fixation myocardique chez 13% des patients avec insuffisance cardiaque FEVG préservée. Donc, vous voyez, l'amylose, finalement, c'est 13%. Et dans ces contextes-là, on avait juste des amyloses à transthyrétine, mais il y a également des amyloses à transthyrétine, donc là, sénile, mais héréditaires ou AL, qui n'avaient pas été objectivées dans cette petite cohorte. Donc, la scintigraphie osseuse, probablement, il va falloir la faire, en fait, chez tous les patients avec une insuffisance cardiaque FEVG préservée parce que cette étiologie est probablement non négligeable. Alors, est-ce que cette étiologie pourrait avoir des incidences particulières?
Alors, lorsqu'on regarde en fait des patients avec des amyloses, on sait qu'ils ont une augmentation des épaisseurs pariétales avec une rigidité accrue qui fait qu'ils sont extrêmement dépendants de cette équation débit cardiaque égale fréquence cardiaque fois stroke volume. Et la particularité, en fait, c'est que leur stroke volume va être totalement fixé, d'une part par la rigidité, et deux, par l'augmentation de l'épaisseur myocardique. Et la seule chose qui va jouer, c'est la fréquence cardiaque. Alors, ils sont dépendants de la fréquence cardiaque. Donc, si vous avez des patients FPF et vous les ralentissez, eh ben, vous allez les aggraver. Alors, quelle incidence aurait pu avoir de mettre des patients avec des amyloses dans les essais thérapeutiques? Alors, reprenons cet essai qui avait été publié, EDIFY, où on s'était intéressé à l'impact de l'ivabradine chez les patients FEVG préservés dans l'optique éventuellement d'améliorer le remplissage ventriculaire diastolique, en allongissant donc ce temps diastolique. Et on s'est rendu compte que l'ivabradine était inefficace. Mais quand on regarde un petit peu plus près les patients qui avaient été inclus dans cet essai, il y en avait quand même 25%, des patients relativement âgés, avec une moyenne d'âge de 72 ans, mais vous voyez qu'il y en avait 25% qui avaient plus de 15 mm de parois myocardiques. Donc des FPF avec des grosses hypertrophies. Et mon petit doigt me dit, mais je n'ai pas bien sûr de preuves scientifiques, que là ont été inclus probablement des amyloses et que l'ivabradine chez ces patients, ça a conduit à un ralentissement de la fréquence cardiaque. Autre essai plus récent, l'étude Paragon, donc, qui s'intéressait au sacubitril valsartan chez les patients qui avaient une insuffisance cardiaque FEVG préservée. Là, une population relativement âgée, avec des différences qui ont été objectivées très bizarres, c'est-à-dire que les patients les plus jeunes n'avaient pas d'intérêt significatif au sacubitril valsartan, suivant les cut-off d'âge, mais vous voyez, les hommes en tiraient pas bénéfice, mais les femmes en tiraient bénéfice. Et puis, sur les fractions d'éjection, il y avait quelques différences. Alors, comment expliquer ça? En fait, je vous rappelle que les amyloses à transthyrétine sénile touchent principalement les hommes d'un certain âge, mais qu'on peut tout à fait mettre des hommes un peu plus jeunes. Alors, on a regardé dans notre cohorte de patients qui avaient des amyloses, on a pris 93 patients qui avaient des amyloses à transthyrétine et qui avaient en fait tous les critères d'FPF, donc sur l'échographie complète, sur l'augmentation d'épaisseur pariétale, sur l'AFEVG qui était à plus de 50% et sur les remodelages également des anomalies échographiques. Et puis, on a regardé s'ils avaient les critères d'inclusion de Paragon et on a été très surpris de voir que 57% de nos patients avec des amyloses à transthyrétine étaient éligibles pour Paragon. Voilà. Et donc, dans l'article de Paragon, ils évoquent la possibilité de l'échec du sacubitril valsartan à cause de l'inclusion de patients avec des amyloses à transthyrétine. Alors, vous voyez, en 7 minutes, c'est compliqué. Donc, finalement, la question, c'est est-ce que l'insuffisance cardiaque FEVG n'est pas tout simplement un syndrome qui a de multiples causes? Peut-être que finalement, est-ce qu'elle existe vraiment, cette insuffisance cardiaque FEVG préservée? Il est clair maintenant, avec ce temps, que tous les essais qui ont inclus des patients avec FPF ont inclus probablement des amyloses qui ont un très mauvais pronostic et dont les traitements que l'on a proposés dans ces essais, comme par exemple l'ivabradine ou sacubitril valsartan qui est un inhibiteur de la NEP et qui pourrait donc par-delà diminuer la dégradation des fibrines. Vous voyez, revoir la physiopathologie de ces essais et des médicaments utilisés par rapport à l'amylose et on pourrait peut-être comprendre pourquoi ces essais ont échoué. Donc, ça va être important, bien sûr, de diagnostiquer les patients avec des amyloses chez un patient qui a un FPF. Et finalement, quand on a une FPF, peut-être que la première diagnostic à éliminer au-delà de tous les autres, c'est l'amylose. Il va falloir les exclure, bien sûr, des essais thérapeutiques de l'FPF, mais surtout les diagnostiquer, puisque toutes les amyloses ont maintenant des traitements spécifiques, que ce soit l'amylose AL et l'amylose à transthyrétine, et ces patients pourraient en bénéficier. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Thibaut pour cette belle présentation. Alors j'avais une petite question concernant la scintigraphie osseuse dont tu nous as parlé pour le dépistage. Qu'est-ce que tu penses de la stratégie de dépistage actuelle qui consiste donc à prendre les hypertrophies VG avec des parois à plus de 12 mm, mais chez des patients qui n'ont pas d'autres causes possibles d'hypertrophie, c'est-à-dire pas de rétrécissement article serré ou d'hypertension artérielle par exemple, alors qu'on sait que les patients qui vont avoir un TAVI par exemple ont souvent des amyloses ATTR. Alors, merci Claire pour ta question, mais je suis pas sûr d'avoir compris à quel type de population tu parlais. Tu parles des patients avec sténose aortique, j'imagine. Et est-ce qu'on leur fait... Est-ce que tu penses que exclure les patients qui ont une autre cause d'hypertrophie VG de la stratégie de dépistage pour la scintille osseuse est pertinent? Non, alors clairement,
Je pense que ce n'est pas pertinent, puisque dans les amyloses à transthyrétine, qu'elles soient sauvages, donc séniles, hein, ou héréditaires, on a une population qui a une moyenne d'âge entre 70 et 80 et quelques années. Donc tous ces patients ont souvent des pathologies cardiaques sous-jacentes, et la plus fréquente est bien sûr l'hypertension artérielle, et on va voir également des épaississements valvulaires. Donc si on élimine tous les patients qui sont hypertendus avec sténose aortique, on va perdre beaucoup de patients, en fait, vont pas être diagnostiqués. Donc la question est le seuil à 12 mm qui est probablement bas pour faire des scintigraphies à tous ces patients. Et je pense qu'il va être aussi important, c'est de regarder la clinique, en fait. Voilà. Donc, les amyloses à transthyrétine, généralement, pour l'instant, on les diagnostique toujours malheureusement trop tard. Donc, ils sont toujours symptomatiques, ils ont toujours des signes d'insuffisance cardiaque. Après, pour lancer un dépistage systématique et faire des scintigraphies à tous les patients de plus de 70 ans qui ont 12 mm, ça me semble quand même cher payé. Mais bon, il faut qu'on avance pour savoir quelle est la prévalence dans cette population-là, sans signe d'insuffisance cardiaque, je parle bien, pour justifier la réalisation d'une scintigraphie. Parfait. Non, Toutes mais les études. c'est exactement ça la question. Et puis, elle est un petit peu orientée en plus parce que nous, on va commencer à Poitiers, justement, une étude comme ça en systématique, sans signe d'insuffisance cardiaque, parce que sinon, on trouve qu'on les prend trop tard. Mais vraiment voilà, en monocentrique pour avoir une vague idée. Mais je voulais avoir ton avis sur la question. Je pense que c'est une très bonne idée, mais il va falloir beaucoup de patients. Mais là, il faudra voir ce que ça donne. Après, on sait, par exemple, qu'il y a une question d'âge, hein, mais chez les patients de plus de 90 ans, la prévalence de l'amylose, c'est plus d'1,4% chez les patients qui ont 90 ans, en l'absence de quelconque cardiopathie. Donc, tu vas sûrement en trouver pas mal, mais est-ce que ça justifie de faire 95 scintilles normales et 5 scintilles pathologiques si la prévalence est inférieure à 5%? Voilà. Mais j'ai hâte d'avoir la réponse à ton étude. Écoute, j'espère qu'on l'aura. Et alors, une autre question, c'est est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la scintigraphie au MIBG? Parce que là, on a parlé que de la scintigraphie osseuse au diphosphonate. Et la scintigraphie au MIBG, sur des données récentes, elle semblerait plus sensible pour le diagnostic. Alors, non, je pense que pour le diagnostic, c'est un examen qui est vraiment dans la recherche, hein. La scintille MIBG, c'est pour voir c'est pas du tout un examen diagnostique, c'est un examen pour mesurer la dénervation cardiaque. Donc, en fait, dès qu'il y a des dénervations cardiaques et dans l'insuffisance cardiaque, il y en a tout le temps, il y aura une anomalie de la scintille MIBG. Donc, pour l'utiliser à visée diagnostique, ça n'a d'intérêt que chez les patients qui ont une amylose héréditaire neurologique portugaise pour voir s'ils ont une atteinte cardiaque. Mais dans une population cardiologique, ça n'a pas d'intérêt. Et le deuxième enjeu, c'est que ça coûte 800 euros. Donc, c'est un examen qui coûte très, très cher. Et il faut faire, il y a plusieurs doses qui sont délivrées lorsqu'ils délivrent les radioactifs. Donc, il faut faire plusieurs patients en même temps pour rentabiliser les doses. Donc, en fait, en pratique, je pense que c'est réservé à des centres de référence ou de recherche qui s'intéressent à la scintille MIBG. Mais en pratique clinique pour le cardiologue, je pense que la scintille MIBG n'a pas d'intérêt et que le seul intérêt est la scintille osseuse. À visée diagnostique, qui est un véritable diagnostic anatomopathologique quasiment de l'amylose, avec une spécificité, une sensibilité, mais incroyable. Ah non, mais on est tout à fait d'accord. Hein. C'est juste que vu que tu n'en avais pas du tout parlé, je voulais qu'on mette les 7 minutes. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, Donc voilà, merci minutes. beaucoup. Merci à vous. Ok, merci beaucoup Thibaut pour ce bel exposé sur les phénotypes de l'insuffisance cardiaque diastolique. Et maintenant, on va passer la parole à Ludivine Sabi, échographiste prestigieuse à Marseille, et qui va nous parler des aspects échographiques. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette affection sur le plan échographique? Qu'est-ce que le cardiologue doit savoir? Quel doit être son compte-rendu type? Ludivine, tu as la parole pour 7 minutes. Merci beaucoup. Bonjour, donc je suis le docteur Sabi. Je vais vous parler de l'aspect échographique de l'insuffisance cardiaque diastolique. Donc, je n'ai pas de déclaration d'intérêt à faire. Jusqu'à récemment, le diagnostic d'insuffisance cardiaque fraction d'éjection conservée était basé sur l'association de signes cliniques, bien sûr, et puis d'autres marqueurs objectifs comme les marqueurs biologiques NT, pro-BNP ou BNP, et des valeurs échographiques, notamment la dilatation du volume atrial ou des mesures d'épaisseur myocardique et de pression de remplissage. Avec tout de même une certaine incertitude pour tous les patients qui étaient situés dans une zone grise où le diagnostic demeurait indéterminé.
L'étude et les études qui ont été faites sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée présentent maintenant plutôt cette pathologie comme une entité complète qui associe bien sûr les données précédentes, mais qui s'inscrivent dans un phénotype spécifique de patient dont on a parlé dans la présentation précédente et qui permet d'améliorer significativement la sensibilité des algorithmes diagnostiques. Il est intéressant de voir que l'échocardiographie n'est pas forcément au cœur de ces algorithmes, puisque par exemple en 2018, il ne retenait comme mesure échocardiographique que le surreprime et la valeur des PAPS. Le détail de l'algorithme de 2019, lui, propose un petit peu plus de critères. Il reprend celui des guidelines de 2016 avec des valeurs morphologiques sur la dilatation atriale, sur la masse VG ou sur l'épaisseur myocardique, et puis les valeurs fonctionnelles de pression de remplissage. Mais il a l'avantage surtout de les stratifier en critères majeurs ou mineurs afin de limiter au maximum l'écueil de cette zone grise qui est très peu confortable pour le praticien en pratique. Il faut déjà partir du concept que l'anomalie de la fonction diastolique, c'est avant tout une cardiomyopathie avec une atteinte structurelle au niveau du VG, parfois une hypertrophie VG, mais le plus souvent un remodelage ventriculaire gauche concentrique avec des parois épaissies et une masse VG normale ou subnormale. Ces anomalies structurelles et de la rigidité, elles sont en lien avec des processus inflammatoires endothéliaux, des anomalies de la titine liées à un stress oxydatif. Et dans les grandes études sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée, on trouve en effet une grande proportion des patients étudiés qui avaient des anomalies de la morphologie VG, avec 25 à 35% de patients qui avaient un remodelage concentrique et 30 à presque 50% de patients qui avaient une hypertrophie myocardique, le plus souvent concentrique. Ces anomalies, elles vont avoir un impact pronostique fort dans le suivi des patients, avec une perte de chance significative chez les patients qui avaient une hypertrophie VG, qu'elle soit concentrique ou excentrique. Les valeurs cutoff qui sont fixées sont donc le reflet de ces restructurations myocardiques, définies en critères majeurs ou mineurs, en fonction de la masse myocardique et en fonction du sexe, une épaisseur myocardique supérieure à 12 mm et une épaisseur relative de la paroi supérieure à 0,42. En fait, on découvre que ces anomalies morphologiques et structurelles, elles vont avoir un vrai impact sur la fonction systolique du ventricule gauche, alors qu'on l'estimait comme normale, puisque par définition, ce sont des fractions d'éjection qui sont supérieures à 50%. Mais il existe une vraie dysfonction systolique associée et qui va être mise en évidence par d'autres techniques que le Simpson, qui est finalement très réducteur. Et donc, c'est le strain qui va nous aider. Et en effet, on trouve que dans Top 4, il est mis en évidence une altération significative du strain chez ces patients, avec une moyenne, un cut-off à 15,8% et qui ressort comme un marqueur prédictif fort avec une majoration du risque d'événement qui est de près de 14% par chaque perte de 1% de valeur du strain. Dans Paragon, là encore, 45% de la population avait un strain altéré et en deçà de ce cutoff de 15,8%, corrélé avec des anomalies du VG ou un remodelage, une atteinte droite, mais pas forcément d'association avec les paramètres de pression de remplissage. On pourrait presque être déçu qu'il n'y ait finalement que 45% des patients qui aient un strain anormal. C'est que peut-être que finalement, dans l'étude de la fonction diastolique, le strain longitudinal n'est pas forcément le plus pertinent. Et certaines études très récentes, de 2020, semblent prouver que l'utilisation du strain 3D pourrait permettre une bien meilleure discrimination, avec notamment une sensibilité, une spécificité excellente avec le strain circonférentiel pour étudier la fonction diastolique. Et ce strain circonférentiel, il va pouvoir permettre d'étudier le twist du ventricule gauche qui correspond à la fois à la torsion et au raccourcissement du VG, qui est tellement difficile finalement à apprécier en échographie. Alors, l'oreillette gauche, elle est bien sûr dilatée et la sévérité de la dilatation, elle va être un marqueur pronostique fort chez ces patients. On s'aperçoit qu'il existe une authentique dysfonction systolique atriale avec une altération du strain atrial chez les patients qui ont des dilatations de l'OG, mais aussi près de 50% de patients qui n'avaient pas d'OG dilaté et qui ont une réelle dysfonction systolique atriale. Là encore, cette altération du strain atrial va être corrélée avec un retentissement clinique fonctionnel et un pronostic défavorable. Toutes ces anomalies morphologiques, elles vont être responsables d'une diminution de la compliance VG, d'une augmentation des pressions de remplissage VG, avec cet aspect de courbe pseudo-normale qui va nécessiter d'autres examens pour
pour en faire le diagnostic, et on va se servir le plus souvent du rapport E sur E'. Et si finalement ce rapport il a été bien étudié et bien validé dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, on voit que dans la fraction d'éjection conservée, le coefficient de corrélation qui avait été étudié sur une méta-analyse, il est de 0,62, avec une spécificité qui est bonne, de l'ordre de 80 à 90% pour faire le diagnostic de pression de remplissage normale ou au contraire élevée, mais par contre une sensibilité, elle, qui reste très faible aux alentours de 35%. C'est un facteur pronostic, là encore, mais finalement uniquement chez les patients pour lesquels le E sur E' va être élevé, et donc des patients qui sont relativement avancés dans la maladie. Les pressions droites, elles aussi, elles vont être élevées. Elles sont le reflet d'élévation chronique des pressions de gauche, avec l'évolution vers une hypertension pulmonaire post-capillaire typique, mais aussi réellement associée avec une dysfonction VD et une atteinte VD à terme, puisque sur une étude avec une médiane de suivi de 4 ans, on voit l'apparition d'une dilatation des cavités droites et d'une dysfonction ventriculaire droite, qui elle-même derrière pourra évoluer pour son propre compte. Donc finalement, le diagnostic, pour être pertinent, il va devoir associer les différents paramètres morphologiques, de mesure des pressions et fonctionnels, afin d'affiner la sensibilité du diagnostic échographique. Mais avant tout, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, c'est une maladie fonctionnelle. Et dans les cas précoces, présence de symptômes et surtout de la dyspnée ne vont se manifester uniquement qu'à l'effort. D'où l'intérêt d'évaluer ces cardiopathies à l'effort dans les cas difficiles et surtout dans les cas précoces. Dans la dysfonction diastolique, on va avoir une augmentation très rapide des pressions intra-VG, mis en évidence par une inversion du flux transmitral, sans augmentation de la valeur brute du E', d'où une augmentation du rapport E sur E', qui est le reflet de cette augmentation de pression intra-VG. Et c'est vraiment finalement l'illustration parfaite de ce qui définit l'insuffisance cardiaque diastolique, avec un retentissement clinique qui est très fort, en lien avec cette augmentation importante des pressions et qui est disproportionnée par rapport à l'augmentation du débit cardiaque à l'effort, et donc responsable d'une nid d'adaptation clinique avec une augmentation de la dyspnée, de la fréquence respiratoire, des pressions gauche, des pressions droite, et un pronostic qui là encore va être rapidement corrélé à la sévérité et la rapidité de la survenue de ces symptômes à l'effort. Donc au total, l'échocardiographie va nous offrir tout un panel d'évaluations possibles dans l'insuffisance cardiaque diastolique, à la fois morphologique, de mesure des pressions, fonctionnelles, qui vont être collaboratifs les uns avec les autres et qui, cumulés à tous ces critères phénotypiques qui font la spécificité de cette maladie, va permettre d'en faire le diagnostic de manière plus précise et de suivre pour le pronostic de ces patients. Je vous remercie. Merci beaucoup Ludivine pour ta très belle présentation sur l'insuffisance cardiaque diastolique sur les aspects échographiques. Finalement, qu'est-ce que tu voudrais voir apparaître dans le compte-rendu de l'échographie? Qu'est-ce que le cardiologue échographiste devrait marquer pour répondre à tes attentes et pour être dans les clous? Quels sont les paramètres dans la conclusion de l'échographie faite par le cardiologue clinicien finalement? On voit que finalement, c'est assez complexe parce que c'est vrai qu'on parle de la fonction diastolique et évidemment, on s'attend à voir les pressions de remplissage, la fonction de l'oreillette gauche, sa dilatation, ses diamètres, toutes ces valeurs-là et puis toutes les valeurs fonctionnelles qu'on a. Et puis, on a vu qu'il y avait aussi la fonction systolique, le strain qui a un intérêt, les pressions droites, la dilatation des cavités droites, tout ce qui finalement peuvent être des arguments parallèles, complémentaires pour faire le diagnostic. Et ça, c'est vraiment important finalement dans les cardiopathies à leur stade précoce, parce que c'est vrai que dès qu'on est sur une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée qui est avérée, qui est très avancée, le diagnostic va être plus difficile. Et je pense que le diagnostic échographique, il peut vraiment être affiné si on est très précis. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est d'avoir des comptes rendus qui sont très complets pour pouvoir les comparer aussi au fur et à mesure du temps par rapport à l'échographie qu'on avait de l'année d'avant. Et on voit les choses se dégrader et on affine le diagnostic et je pense qu'on peut le faire de manière plus précoce. Donc des comptes rendus qui finalement vont être assez longs comme on le fait de manière systématique et comme on le fait pour la fonction systolique finalement. Mais c'est presque encore pire dans le compte-rendu que la fonction systolique, parce qu'en fait, il faut tout faire et tout dans les détails, non seulement le remplissage, mais les cavités droites, mais la fonction VG, mais le strain du ventricule gauche. Est-ce qu'il faut faire aussi du strain de l'oreillette gauche?
Est-ce que pour toi, c'est Alors, quelque chose qui peut être utile ou qui peut, dans l'avenir, s'avérer utile? Alors, le strain de l'oreillette gauche, c'est certain que ça a montré son intérêt. Après, je pense qu'en pratique clinique courante, c'est difficile de le faire. Tous les appareils ne sont pas équipés pour pouvoir le faire et dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai, je pense que le compte-rendu, il doit être très complet et il doit être très complet notamment au niveau des valeurs parce qu'on l'a dit, c'est des choses qui vont évoluer progressivement. Et par exemple, au lieu de se contenter de pression de remplissage élevée, je pense que les valeurs de E sur E', les valeurs du temps de décélération de l'onde, toutes ces valeurs-là, elles doivent être indiquées pour pouvoir être comparées au fur et à mesure du temps et permettre en effet un diagnostic qui est difficile parce que la fraction d'éjection dans la dysfonction systolique, on a déjà une appréciation visuelle, on le fait tous de manière courante. Dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée, c'est là où c'est piège et où justement il faut rester très pragmatique et vraiment s'astreindre à avoir toutes les valeurs et de les comparer au fur et à mesure du temps. Est-ce que tu proposes une classification échographique en fonction de la sévérité de l'insuffisance cardiaque diastolique? Alors, on voit, il y a le rôle, finalement, maintenant, il y a aussi beaucoup le rôle de la clinique, le rôle du phénotype. Donc, finalement, la classification échographique, elle doit quand même s'inscrire dans tout ce panel d'éléments. Après, c'est sûr que je pense que le retentissement au niveau des cavités droites, c'est finalement le dernier stade. Puis, juste avant, ça va être le retentissement au niveau de l'oreillette, au niveau de la dilatation, juste avant au niveau du strain et juste avant au niveau des pressions de remplissage. Donc, je pense que c'est vraiment dans ce sens-là que les choses évoluent et là où on peut faire le diagnostic positif de ce symptôme. Merci beaucoup. Et on va donc rester sous le soleil marseillais avec le docteur Patrick Canoyan qui va nous parler du pronostic de l'insuffisance cardiaque diastolique. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers confrères, bonjour. Je remercie la Société française de cardiologie et le Collège national des cardiologues français de me donner la parole pour parler ce jour du pronostic de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Je vous présente ici rapidement mes liens d'intérêt. Donc, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, finalement, a un pronostic qui n'est pas si différent de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Ici, dans un vieux travail de la Mayo Clinic de 98, on notait un pronostic à 5 ans autour de 50% de mortalité. Il y a certes quelques différences dans les différents travaux épidémiologiques. Par exemple, dans ce travail de la fin des années 90, on a le sentiment que la fraction d'injection préservée a un meilleur pronostic que les diminués, mais on peut imaginer qu'à cette époque-là, la qualité de définition de ces insuffisances cardiaques était relativement médiocre. Dans un travail plus récent de 2005 de Varela, on note un pronostic extrêmement sévère et harmonieux des deux types d'insuffisance cardiaque. Plus récemment, le travail de Christophe Tribouat, pronostic à 5 ans, plus de 50% de mortalité, similaire dans les fractions d'éjection réduites et fractions d'éjection préservées. Là, il est tout à fait intéressant dans le travail de Shah, qui a été publié en 2017. Il a suivi longitudinalement 10 000 patients de 250 hôpitaux admis entre 2005 et 2009 pour des poussées d'insuffisance cardiaque, où on retrouve, à part à peu près équivalente des fractions d'éjection préservées et réduites, et une petite proportion de mid-range. Finalement, il n'y a pas de différence sur la mortalité et la réhospitalisation, la différence principale étant sur les critères de réadmission pour insuffisance cardiaque. On voit que finalement, il y a une proportion non négligeable de patients qui sont réadmis pour des étiologies autres que l'insuffisance cardiaque. Lorsqu'on regarde le suivi longitudinal de ces patients-là, leur mortalité en fonction de leur tranche d'âge, finalement, la mortalité pour insuffisance cardiaque, quels que soient les trois types d'insuffisance cardiaque, est assez harmonieuse. En ce qui concerne alors je vous ai montré jusqu'à maintenant des études épidémiologiques, et lorsqu'on s'intéresse ici aux études cliniques, où les patients sont franchement plus sélectionnés que le tout venant, eh bien, on a quelque chose d'harmonieux là ici avec les deux études, Sacubitril et Valsartan, en sens cas la fraction d'éjection réduite et préservée. On a des mortalités harmonieuses autour de 25% à
à 3-4 ans, qui finalement sont beaucoup plus basses que dans les registres épidémiologiques, on est autour de 25%. Là, ici, le travail de Vaiduganathon, c'est très intéressant parce qu'il s'intéresse aux causes de mortalité qui, certes, dans 60% sont des causes cardiovasculaires, ce qui veut dire que dans 40% des cas, et là on le voit à peu près dans toutes les études, la cause de mortalité n'est pas cardiovasculaire ou non déterminée. C'est le poids, en gros, des comorbidités associées à ces insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée. Alors, quels sont les facteurs majeurs de cette mortalité? Alors, j'ai pris le parti de mettre à part en fait les pathologies spécifiques. On a bien vu qu'avec l'amylose, par exemple, 3 types d'amylose différents, un pronostic extrêmement différent, donc ce ne sera pas le propos. Ici, on va analyser tous les cofacteurs et comorbidités qui peuvent impacter. Alors, tout d'abord, l'approche phénotypique. On voit ici que sur la base de données d'intelligence artificielle, on a regroupé sur des phénotypes différents, 3 groupes, des gens qui sont plus jeunes avec un BNP normal et qui ont un très bon pronostic, des gens qui sont obèses, diabétiques avec une meilleure relaxation et qui ont un pronostic intermédiaire, et puis les gens plus âgés avec insuffisance rénale, remodelage et hypertension artérielle pulmonaire où le pronostic est très sombre. Analysons quelques-uns de ces facteurs-là. Ainsi, par exemple, petit travail de John Cleland qui nous fait cette présentation et qui compare finalement en fonction des tranches d'âge. On s'aperçoit que fraction d'éjection réduite ou préservée, le pronostic est fortement impacté par l'âge des patients, les plus âgés étant les plus sévères. De la même manière, lorsqu'on aborde le NT-proBNP, qu'on définit par quartile, eh bien, fraction d'éjection réduite ou préservée, les gens qui ont un NT-proBNP les plus élevés ont le pronostic le plus mauvais. Lorsqu'il s'agit de la fraction d'éjection, il est intéressant de voir que sur un pseudo-continuum, on a des pronostics assez différents. Ils sont assez mauvais finalement pour les fractions d'éjection les plus basses, les mid-range et les fractions d'éjection les plus hautes. Et finalement, dans un corpus un petit peu intermédiaire, on trouvera ici des gens qui ont un assez bon pronostic pour des fractions d'éjection entre 55 et 65%. À l'échographie, la fonction ventriculaire droite et les pressions pulmonaires sont un facteur majeur. Et là, on différencie sur les pressions pulmonaires avec un cutoff à 48 mm de mercure, un pronostic extrêmement sévère pour les fractions d'éjection préservées avec PAP supérieur à 50 mm de mercure. Au final, il y a un certain nombre de comorbidités qui sont mises en avant. Ce sont des facteurs de risque indépendants et on voit sortir plus fortement le statut NYHA, le NT-proBNP et la fonction ventriculaire droite. Mais les autres facteurs que sont l'AFA, le diabète, les paramètres échographiques de la fonction VD sont très intéressants. À partir de là, Groupe Magic a fait un certain nombre d'évaluations, aussi bien pour les fractions d'éjection réduites que préservées, a permis de faire un score qui, là, en l'occurrence, pour le sous-groupe des fractions d'éjection préservées, est assez déterminant lorsqu'on les classe par tercile sur l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, la mortalité et le critère combiné. Lorsqu'on y associe en plus la valeur de BNP, eh bien, on peut faire des quartiles à bon BNP, bon score magique, mauvais, et on s'aperçoit que ça détermine énormément ce risque. Donc, au final, pathologie sévère, pronostic assez équivalent ensuite de la fraction d'éjection réduite, mortalité cardiovasculaire de 50 à 60%, impacté également par les comorbidités. Le phénotype est un important facteur de risque. On identifie un certain nombre d'autres facteurs comme âge, diabète, anémie, fibrillation, mais surtout NT-proBNP, statut NYHA et fonction ventriculaire droite. Et que les scores peuvent être tout à fait intéressants pour évaluer le pronostic de ces patients. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup Patrick pour ce très bel exposé. Est-ce que tu peux nous résumer pour toi les facteurs qui conditionnent finalement ce pronostic? Si tu devrais un peu les hiérarchiser, qu'est-ce que tu nous dirais de ces facteurs? Alors je dirais que
finalement, on pourrait faire la synthèse des topos qui ont été faits précédemment, et en particulier issus du phénotypage, la caractérisation des patients. On opposera bien volontiers les sujets jeunes à BNP normal, aux sujets âgés avec insuffisance rénale et élévation de BNP. On peut par ailleurs effectivement aussi stratifier sur des éléments clés comme indépendamment que sont l'âge ou le BNP. Et puis, comme on l'a vu avec le topo précédemment également de Ludivine, que l'impact de l'échographie est important, notamment l'étude de la fonction droite avec les pressions pulmonaires et la fonction ventriculaire droite. Donc pour toi, ce sont les facteurs péjoratifs, l'élévation du BNP, l'altération de la fonction rénale, l'altération de la fonction ventriculaire droite, péjoratifs dans l'évolution de cette affection. Oui, alors ce qui est difficile avec l'insuffisance cardiaque en fraction d'éjection préservée, c'est qu'il y a des comorbidités qui sont à la fois des facteurs et qui ont eux-mêmes également un élément pronostic, et que finalement, probablement, il faut les identifier également pour traiter ces facteurs indépendamment de leur valeur pronostique. Mais finalement, on assiste à un pronostic qui est quand même relativement très sombre à 5 ans, avec une mortalité très importante, peut-être pas aussi importante dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique altérée, mais quand même très élevée. Quasiment, je crois que le poids, la mortalité, on va dire, est quasiment superposable à celle de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Il y a une nuance importante, on l'a vu, entre les mortalités des registres, dans les aspects épidémiologiques où on peut avoir des mortalités entre 50 à 70% à 5 ans, et celles des études cliniques où il y a probablement une sélection de patients un petit peu moins grave, et c'est la comparaison que je faisais avec Paradigme et Paragon, par exemple. Est-ce que tu as l'impression que les traitements, les nouveaux traitements agissent ils agissent sur les symptômes, bien sûr, sur la diminution des réhospitalisations, mais est-ce que tu as l'impression, d'après ce que tu as dans les études publiées, que ça diminue vraiment la mortalité? Ça agit sur le pronostic réellement? Je ne voudrais pas dévoiler la présentation suivante, mais je reste intimement convaincu quand même de l'importance des anti-aldostérone. Après, on verra un petit peu plus loin. On attend un peu les résultats quand même des traitements avec les inhibiteurs de la GLT2, en sachant que pour l'instant, on compte plus sur leur effet natriurétique et la baisse de la volémie que sur l'aspect structurel. Merci. Et on a donc le plaisir de recevoir le docteur Jennifer Cotella, toujours de Marseille, qui va nous parler des possibilités thérapeutiques dans l'insuffisance cardiaque diastolique. Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer Cotella, je suis cardiologue à l'hôpital Nord à Marseille et je vous parle aujourd'hui de la prise en charge thérapeutique de l'insuffisance cardiaque diastolique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Le titre de mon topo était « Quoi de neuf ?» Eh bien, malheureusement, en termes de traitement, pas grand-chose, puisque les dernières recos sont celles de 2016, pas de nouvelles pour l'instant, que ces recos étaient peu volumineuses concernant le traitement de l'insuffisance cardiaque diastolique, puisque vous voyez, ça représentait une page à côté du pavé de la FEVG réduite, que c'était pas très bon, puisqu'on le sait, il n'y a aucun traitement capable de réduire la morbimortalité dans cette pathologie. Et donc, finalement, on était assez peu ambitieux, avec le seul but était de soulager les symptômes et le bien-être des patients, avec pour celle thérapeutique, les diurétiques en grade 1. Pourquoi ? Parce que l'insuffisance cardiaque diastolique, c'est une longue histoire d'échecs thérapeutiques, des grands essais qui ont essayé de tester des molécules sans arriver à prouver de différences significatives, ce qui fait de l'insuffisance cardiaque diastolique le vrai parent pauvre de la cardiologie. Pourquoi cela ? Eh bien, parce que ce n'est pas une seule insuffisance cardiaque diastolique, mais finalement plusieurs, et que vouloir trouver un traitement qui convienne à tout le monde, c'est peut-être pas la bonne façon de faire, car vous le voyez en fonction de l'étiologie, les petites cases oranges, ou des comorbidités, les petites cases jaunes, il y a vraiment un grand nombre de patients différents. Et ces patients-là ont en plus un pronostic différent, tel que vous le voyez sur ce papier intéressant qui avait phénomappé les patients insuffisance cardiaque diastolique. 3 grands profils avec 3 pronostics très différents et donc probablement qui avaient besoin de traitements également différents. Donc finalement, c'était ça la nouveauté de ce topo, c'est qu'il ne faut pas trouver un traitement, mais plutôt un patient différent des autres et que vous allez choisir votre médicament en fonction du phénotype du patient. Alors allons-y, si on pouvait dégager quelques comorbidités clés, quelles seraient-elles ? Tout d'abord, l'hypertension artérielle.
Ça, c'est évident, c'est bien écrit dans les recos de 2016. C'est important de traiter l'hypertension chez ces patients à FEVG préservé, sinon c'est le serpent qui se mord la queue. On aggrave l'insuffisance cardiaque diastolique. Toutes les molécules habituellement utilisées sont adéquates. On rappellera en revanche que les bêta-bloquants, contrairement à l'idée préconçue selon laquelle ils amélioreraient les choses parce qu'ils allongent la diastole, sont quand même les moins efficaces, donc pas à utiliser en première intention. Et j'attirerai votre attention sur les anti-aldostérones. Ce n'est pas ceux qu'on utilise en premier dans l'hypertension, mais ici, ça pourrait être très intéressant, car si on regarde ce schéma de fonctionnement, on rappellera que les anti-aldostérones vont permettre de diminuer la rétention hydrosodée et de diminuer la fibrose myocardique, ce qui semble très intéressant dans l'insuffisance cardiaque diastolique. C'est pour cela qu'a été designée l'étude Top 4 Study. Malheureusement, cette étude était négative, vous le savez, avec une tendance à la positivité sur les insuffisances cardiaques, réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et en fait, quand on réanalysait cette étude et la population, si on excluait la population russe et géorgienne, qui sont des patients qui sont payés pour les études, donc probablement pas tout à fait malades, et qu'on regardait que la population américaine, l'étude devenait positive. Donc c'est pour cette raison qu'en 2017, les recommandations américaines mettaient en nouveauté les anti-aldostérones chez des patients sélectionnés sans insuffisance rénale et sans hyperkaliémie pour traiter l'insuffisance cardiaque diastolique. Il y a des études en cours, et notamment celle-ci dont les résultats devaient apparaître en 2022, qui nous diront si oui ou non, c'est une thérapeutique que l'on va devoir utiliser. En tout cas, pour l'instant, effectivement, y pensez quand votre patient insuffisant cardiaque diastolique est hypertendu. Deuxième grand groupe, et pas des moindres, les femmes. Je vais vous parler de l'étude Paragon qui testait l'angiotensine inhibiteur d'une néprilisine, soit l'Entresto, dans l'insuffisance cardiaque diastolique. Vous le savez, étude négative, son critère principal de jugement. Tendance à la positivité sur les réhospitalisations pour insuffisance cardiaque. Mais si on regarde les sous-groupes, et c'est là où c'est intéressant, c'est que chez les femmes, on a l'impression qu'on a un réel bénéfice de ce traitement. Donc peut-être que, isolément, les femmes qui sont bien différentes, par exemple, d'un patient dysmétabolique ou d'une amylose cardiaque, pourraient, elles, bénéficier de l'Entresto, tout comme les FEVG mid-range, en dessous de 57%. Là encore, ça se rapproche de la FEVG altérée, pourraient également en bénéficier. Troisième grande comorbidité, le diabète. Et là, vous le savez, c'est la star en ce moment. C'est les inhibiteurs des SGLT2 qui vont aller inhiber le cotransporteur glucose et sodium, ce qui va générer une glycosurie, mais également une natriurèse. Et quand on regardait cette plus vieille étude, cet observatoire multinational, on se rendait compte effectivement que ces inhibiteurs des SGLT2 diminuaient la morbimortalité cardiovasculaire, ce qui a conduit à l'étude que vous connaissez bien, notamment, entre autres, Emperor Reduced, qui était positive. Et donc, l'indication de cette classe de traitement dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Mais la question est, dans la fraction d'éjection préservée, aurait-ce un intérêt? Des études, là encore, en cours, pour lesquelles on attend avec impatience les résultats, mais probablement une place, parce que chez des patients qui seraient très congestifs, c'est un peu un super diurétique, donc ça serait intéressant, puisque le deuxième effet secondaire était une hypotension, donc chez ces patients hypertendus, ce serait parfait. Une autre drogue qui pourrait être intéressante, une slide là-dessus, le vericiguat, qui avait, dans l'étude principale, échoué à montrer une réduction notamment du volume de l'oreillette gauche, mais sur les critères fonctionnels de l'NYHA et du score de conjection, à haute dose, semblait améliorer le risque. Donc finalement, pas vraiment de thérapie qui peut diminuer la morbimortalité, mais s'il y aurait autre chose et qui pourrait diminuer notamment les réhospitalisations pour insuffisance cardiaque, eh bien oui, et moi j'insisterai là-dessus, c'est le monitorage des pressions artérielles pulmonaires par CardioMEMS, qui, vous le savez, grâce à l'étude Princeps Champion, avait montré une diminution des réhospitalisations pour insuffisance cardiaque, en fait en prévenant ces réhospites, car les pressions pulmonaires s'élèvent bien avant, et donc on avait le moyen d'agir en amont, et ceci a été confirmé avec une étude sur la fraction d'éjection préservée et des courbes qui s'écartent franchement pour les réhospitalisations pour insuffisance cardiaque. Raison pour laquelle ça a fait son entrée dans les recommandations avec, quel que soit le type d'insuffisance cardiaque, une recommandation de grade 2B. Donc finalement, pour conclure, il n'y a pas vraiment de traitements qui font le buzz, pas de nouveautés, mais beaucoup d'espoir. Et donc le traitement de 2021, ce serait peut-être ça. Votre patient hypertendu, vous allez le mettre sous anti-aldostérone. Les femmes avec une FEVG modérément altérée seront sous Entresto. Vos patients diabétiques
ou pas d'ailleurs peut-être, seront sous inhibiteurs des SGLT2 et en tout cas, peut-être à l'avenir, la télémédecine, tous les patients auront un CardioMEMS et on pourra modifier les traitements pour prévenir la décompensation cardiaque. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup, docteur Cotella, pour cette belle présentation sur donc la prise en charge thérapeutique dans l'insuffisance cardiaque diastolique. Alors, vous l'avez très bien souligné, il y a des patients très différents, y compris des amyloses cardiaques qui sont chers à Thibaut. Et donc, un traitement qui fonctionnerait pour tous peut paraître un peu utopique. Et il faudrait donc réussir à phénotyper les patients peut-être de manière un peu plus fine que seulement les 3 grands types d'insuffisance cardiaque, avec donc des traitements personnalisés. Moi, je voulais revenir sur les anti-aldostérone dont vous avez parlé. Je suis assez d'accord avec votre analyse parce que malgré le résultat négatif de Top 4 sur des populations un peu particulières, c'est potentiellement le traitement le plus intéressant actuellement chez les patients hyper tendus. Et la question est, est-ce que vous le faites en pratique et est-ce que vous le recommandez ? Merci pour la question. Bah oui, en effet, non seulement je le recommande ici, mais je le fais en pratique. Et finalement, c'est un peu en travaillant sur ces présentations au cours du temps que je suis revenue sur ces fameuses idées préconçues dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, on a tendance, par extrapolation avec le traitement de la FEVG altérée, à vouloir mettre des bêta-bloquants et des IEC en première intention. Et on en revient un petit peu parce qu'effectivement, le bêta-bloquant, c'est pas le meilleur antihypertenseur et le l'IEC, c'est bien, mais finalement, il y a mieux. Donc, c'est assez récent, mais je le fais. Effectivement, chez ces patients qui sont insuffisants cardiaques à FEVG préservé, ça marche bien pour l'hypertension et ça marche bien pour le côté un petit peu diurétique. En fait, ça semble être un bon médicament puisque ça joue sur l'hypertension et ça joue sur la rétention hydrosodée. Donc, pourquoi ne pas le faire? Le seul petit bémol, faites attention quand même au ionogramme. Donc, quand vous l'introduisez chez ces patients-là, il faut être sûr que le patient ne soit pas hyperkaliémique avant et éventuellement faire un ionogramme de contrôle après introduction, puis régulièrement. Mais oui, je vous engage à le faire, ça marche bien. Oui, tout à fait. Et puis alors en plus, ça a un effet antifibrotique, comme on en avait parlé, ce qui est important chez ces patients-là. Alors, même type de question, est-ce que vous prescrivez réellement l'Entresto chez les femmes qui ont une insuffisance cardiaque à FE préservée? Parce qu'en effet, dans le sous-groupe de Paragon, chez les femmes, on avait l'impression que ça avait une tendance positive, que ça fonctionnait. Après, on n'a quand même pas de recommandations sur le sujet. Alors, est-ce que vous le faites en pratique? Alors, même si je suis marseillaise, je reste très sage et pour l'instant, je respecte effectivement les recommandations. Et non, je vais pas avoir tendance à le faire sur les vrais FEVG préservés. Après, sur les mid-range, chez les femmes, effectivement, peut-être que chez quelqu'un où j'aurais peut-être un petit peu plus attendu, j'aurais tendance à y aller plus rapidement chez une femme que chez un homme. Mais effectivement, même si j'ai très envie, comme en première intention sur les CMD avec mauvais VG, pour l'instant, je ne mets pas directement le sacubitril/valsartan. Jennifer, est-ce que tu proposerais un algorithme thérapeutique dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée? Est-ce que pour toi, il faut commencer par un médicament et comment tu vois la gradation thérapeutique? J'y ai pensé puisque c'est un peu ce qu'on fait avec l'application de l'insuffisance cardiaque, c'est de proposer des algorithmes avec le CNCF pour le traitement des dysfonctions VG, mais dans le cadre de la FEVG préservée, c'est compliqué parce que effectivement, c'est pas une seule population, c'est plusieurs. Donc malheureusement, je pense qu'il faudrait un algorithme avec plusieurs entrées en fonction du phénotype. Ça complique un petit peu les choses, mais on va y travailler. Merci. Je pense qu'on peut conclure cette belle session sur l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée avec quatre orateurs de grande qualité. Thibaut qui a rappelé les phénotypes spécialistes de l'amylose, qui a rappelé bien ces différents phénotypes qu'on voit dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Ludivine qui a abordé donc la spécificité des aspects échographiques, les différentes variétés formes échographiques les entités dans cette maladie. Patrick qui a parlé des éléments qui conditionnent le pronostic finalement qui est sévère, qui est voisin de celui de l'insuffisance cardiaque systolique à fonction systolique altérée. Et Jennifer donc qui a abordé les problèmes thérapeutiques, les spécificités de l'insuffisance cardiaque diastolique avec effectivement la place du sacubitril/valsartan, la place des anti-aldostérone, la place des nouveaux traitements antidiabétiques, notamment les inhibiteurs du SGLT2 et peut-être la moindre place des traitements classiques dans cette maladie qu'on connaît finalement
pas très bien, dont le pronostic reste sombre et sur laquelle on a encore tout à faire. Merci à tous de votre attention.